Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et des vraies voix du sport consacrées au football. On a le plaisir d'avoir avec nous Laurent Jaoui, rédacteur en chef de Prime Video. Bonsoir. Et faut ouvrir le micro, Lucille, c'est parfait. Bonsoir. Et de suite, alors on va parler de la Ligue 1, mais on va prendre la direction de Napoli. Bonsoir Antonio de Cetara. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Ou on vous dit bonsoir buonasera plutôt dans la langue de Dante. Oui, bien sûr, buonasera. Alors, là... on va écouter un son. Alors je préviens, les pétards étaient interdits de vente à Naples. On écoute ceci, c'était hier soir. Alors, on peut dire que c'était vraiment... Bon, l'interdiction des pétards n'a pas été franchement respectée, mais énorme cette ambiance à Naples. Oui, mais les pétards sont interdits aussi le jour de l'an, c'est la même chose. Donc, c'est une chose ordinaire là chez nous. Disons que moi, j'habite dans la Provence à côté de Naples, parce que Cetara, c'est dans la côte amalfitaine. Oui. C'est la ville de Salerne. Nous, on a vécu un peu différemment la fête parce qu'on est resté sur place et on n'est pas allé à Naples aussi parce que dans ces jours-là, c'est un peu difficile de vivre la ville parce que la fête elle va continuer pour plusieurs semaines, je pense, sans doute. Mais il y a beaucoup disons une partie numéreuse de fans du Naples aussi dans la côte amalfitaine et aussi dans les provinces à côté parce que on a l'héritage des années 80 surtout pour le grand qu'il avait gagné deux championnats. Maradona. Le grand, vous savez qui c'est, il est plus là. Mais moi, je peux pas le nominer. Donc, d'ailleurs, le stade, l'ex-San Paolo, porte son nom maintenant. Il s'appelle Maradona, oui, c'est ça. Et hier, après 40 ans à peu près, c'est la deuxième fois que le stade de San Paolo, qui maintenant s'appelle Maradona, il a été remplissé à sold out, à la limite. Tout vendu. Tout vendu. Les guichets fermés. Et les guichets fermés, et quand dans le même moment, le Naples jouait à 1000 km. Parce que ça est arrivé qu'une fois dans l'histoire du Naples, quand Maradona est arrivé, dans le 1984, oui. on a eu 70 000 spectateurs seulement pour dire bonjour à Maradona quand il est arrivé, sans voir un match. C'est ça Antonio, on a un éminent journaliste football avec nous, Laurent Jaoui, il va échanger avec vous. Quand on voit Naples 2 fois champion, 87-90 avec Maradona, la fête aujourd'hui extraordinaire, non? Extraordinaire. Bonsoir Antonio, vous en parlez magnifiquement et les images que vous décrivez de la signature et de l'arrivée de Maradona à Naples, on les a vues dans ce documentaire, elles sont incroyables, tout le stade qui est plein. 90, 2023, 33 ans, avec des années très compliquées. Oui. Est-ce que le peuple napolitain avait fini par désespérer? Disons non, pas désespéré. C'est vrai que un Français c'est un Italien triste, donc un Italien est toujours optimiste. 33 ans, vous comprenez que ça fait pour 4, 5, 6 générations qu'ils ne connaissaient pas qu'est-ce que ça veut dire uno scudetto, de gagner les championnats. Moi j'ai 50 ans, je me rappelle bien les années 80, mais je dois dire la vérité, cette année le championnat, le Naples l'a complètement mérité, mais il l'a mérité techniquement, il l'a mérité tactiquement, sur la pelouse il a dominé le championnat, il a eu presque toujours 20 points d'avantage sur les Milanaises et sur la Juventus, et parce que d'habitude en Italie les derniers 20 ans ils sont les Milanaises et la Juventus qui gagnaient. Et le problème est que c'est maintenant qu'ils commencent de repartir. Est-ce que les deux héros du Scudetto, je vous posais la question à tous les deux, c'est pas Osimhen sur le terrain et Spalletti sur le banc? Non. Non, parce que je vous explique. Cette fois-là, les héros, c'est l'équipe. C'est l'organisation d'équipe.
tous, les premiers qui jouaient, les premiers 10, et avec le gardien, et les autres qui les remplaçaient. Parce que c'était une organisation avec l'entraîneur, tout le staff, et tout qui a porté le Scudetto. Et il faut rappeler que le mois de juillet, si vous prenez les papiers, les journaux italiens, personne ne pensait au Naples gagnant. Parce que le Naples, il avait vendu Lavezzi, il avait vendu, excusez-moi, Insigne, il avait vendu Koulibaly, il avait vendu encore Hamsik, Mertens. Donc, le peuple napolitain n'était pas très, très content et satisfait du président et aussi de ce le directeur sportif Giunto lui avait fait. Mais après, la pelouse et l'objectivité des choses, il a confirmé que les joueurs pris ont été à la hauteur. Laurent Jaoui. Antonio, ça fait tout de même quelques années que le Napoli est revenu au premier plan, joue mieux. Il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu les années Ancelotti, Gattuso, les joueurs que vous avez cités. Ça fait quand même, allez, on va dire quoi, une demi-douzaine d'années, 5-6 ans que le Napoli est un club majeur en Italie. 7-8 ans qu'il est arrivé 2 fois deuxième. Il est toujours dans la Champions League. A été un parcours. Et vous comprenez que le parcours a été bien complété, mais les problèmes, ça arrive pour durer. Antonio, je vais vous poser une dernière question très courte. Je pense qu'elle va amuser Laurent Jaoui. Oui. Vous, en tant que Napolitain, pour la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Milan AC, vous allez supporter qui? Non, alors d'habitude, nous sommes... Non, c'est pas une chose. Moi, en particulier, moi je suis italienne. Quand les équipes italiennes jouent en Europe, moi je suis italienne. Ah. Et ça c'est sûr. Pour moi, c'est pas pour le reste de la défense des supporters. Et moi, je vois que la demi-finale serait difficile, mais je vois un peu l'Inter de Milan plus favori. Mais à la fin, je pense que l'autre demi-finale serait la vraie finale. La vraie entre City et le Real, c'est ça. Merci. Et puis la dernière chose, et puis vous savez, vous êtes homme de sport. Une finale, c'est une partie, ça tout peut arriver. Vous vous rappelez l'OM contre le Milan? Ça va faire 30 ans. On s'en souvient un petit peu, oui. On s'en souvient un petit peu, oui. Merci beaucoup, grazie Antonio de Cetara. Merci beaucoup et bravo à Napoli. On va parler de Ligue 1 maintenant, Laurent Jaoui. Alors, on a une journée qui va beaucoup compter, avec notamment un choc pour la Ligue des Champions. Lens-OM, est-ce que pour vous, c'est le match clé de cette fin de saison? C'est l'un des derniers gros matchs de la saison, ce Lens-Marseille. Il va rester ensuite un Lille-Marseille, et il y aura également un Lyon-Monaco intéressant pour à la fois la C3 la C1, la C3 et la C4. Mais oui, Lens-Marseille, c'est le dernier gros tournant de la saison. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième contre le troisième, parce que ce sont deux équipes qui ont marqué la saison avec deux coachs et des philosophies de jeu très différentes, parce que ce sont les deux challengers du Paris Saint-Germain, on en parlera tout à l'heure, qui est moins bien, et que en cas de victoire de Marseille, il reviendrait à 2 points avant le match du Paris Saint-Germain à 3, que les Lensois sont intraitables à domicile à Bollaert, et que ce sont deux équipes enthousiasmantes, et que le match aller avait été magnifique au Vélodrome. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un match qu'il faudra suivre demain, parce qu'il a de l'intérêt en soi, mais en plus, toutes les incidences et toutes les conséquences de cette rencontre, on va les vivre de cette journée 34 jusqu'à la 38, parce que évidemment, il y aura des conséquences et des séquelles. Parce qu'il n'y a qu'un point d'écart. Si Lens gagne, est-ce que c'est un avantage décisif pour les dernières journées? Parce qu'il restera que 35, 36, 37, 38, 4 matchs. Très sincèrement, la force collective dégagée par le Racing Club de Lens est tout simplement exceptionnelle et impressionnante. Si Lens venait à l'emporter demain face à Marseille, je pense que psychologiquement, il prendra un avantage énorme. On a vraiment le sentiment que jusqu'à la fin de la saison, il ne peut rien leur arriver. Après, qu'est-ce qui se passera s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions? Est-ce que le groupe restera en l'état? On n'en sait rien. Mais en attendant, l'état de grâce, la parenthèse enchantée que vit le Racing Club de Lens depuis quasiment le début de la saison, il peut tout à fait être caractérisé par une victoire face à Marseille demain dans un Bollaert incandescent.
Et c'est ouais, ça me met l'eau à la bouche. Hein. Alors, il y a un match pour le haut de tableau et le bas de tableau. 3 Paris Saint-Germain qui risque d'être, vous me passerez l'expression, rock'n'roll vu ce qui s'est passé à Paris, entre sanctions contre Messi qui fait aujourd'hui une vidéo pour s'excuser, manifestation devant le domicile de Neymar. Est-ce que vous, là c'est pas vraiment la grande crise, mais on n'imagine pas Paris aller perdre à 3 quand même. Ben, on n'imaginait pas Paris perdre face à Lorient, on n'imaginait pas Paris se payer une crise hebdomadaire, on n'imaginait pas Rennes. Paris perdre contre Rennes le 15 janvier, on n'imaginait pas Paris avoir 3 défaites en 6 rencontres, on n'imaginait pas Paris faire cette deuxième partie de championnat lorsqu'on les avait vus jouer avant que le mondial ne débute. Le problème avec cette équipe, c'est qu'elle est vraiment déroutante et que le match de dimanche dernier à Lorient, à 17h, était abyssalement vide, quoi. Il n'y avait pas d'animation de jeu, il n'y avait rien. Évidemment que Troyes est dans une situation compliquée, mais quand vous regardez les matchs de Troyes, ils sont jamais battus dans les grandes largeurs, c'est souvent un but, c'est souvent une équipe qui est pas bien dans sa tête, quoi. Mais là, on a 2 équipes pas bien dans leur tête, donc ça peut donner un match avec un résultat inattendu. Imaginons une chose, victoire de 3 d'un tout petit but, mais là c'est la grande crise, parce que ce soit Lens ou Marseille qui gagne, ce serait vraiment... Enfin, même s'il y a match nul, ce serait à une portée de match, à 2 matchs, quoi. Paris va avoir Troyes, va avoir Auxerre, va avoir Clermont, va avoir Strasbourg. Ils ont un calendrier très favorable. C'est quand même des équipes à leur portée. Mais des équipes qui vont jouer leur peau, comme Auxerre ou Strasbourg. Bien sûr. Ou des équipes qui jouent plus rien, comme Clermont. En fait, c'est toujours la même chose avec cette équipe. Si elle a envie, il n'y a pas de problème. Et en fait, elle est tellement dépendante d'un joueur, et tout dépend de l'état d'esprit dans lequel Kylian Mbappé se trouve. Mais toutes ces secousses, ça fatigue l'équipe, ça a des incidences, ça a des répercussions. Et évidemment que le Paris Saint-Germain ne s'avance pas dans la plus grande sérénité demain au stade de l'Aube. Et même si, me semble-t-il, la séquence Messi contrition, les excuses de Messi, est plutôt pas trop mal gérée quand même. On aurait pu penser une surenchère de sa part, c'est absolument pas le cas, il fait preuve d'humilité et peut-être que ça permettra d'éteindre en partie l'incendie pour sauver ce qui peut l'être en cette fin de saison. Ça c'est vrai, il y a par contre un match de la peur, Nantes-Strasbourg, Nantes qui est vraiment sur une mauvaise série, défaite cataclysmique contre le TFC en finale de la Coupe samedi dernier, défaite à Brest qui prend l'avantage pour le maintien. Et là, Strasbourg, c'est vraiment le match de la peur, là. C'est pas faute de l'avoir vu venir. Pour les Nantais, on voyait bien que l'écart se réduisait, que dans les têtes, il n'y avait qu'un seul objectif, c'était la finale de la Coupe de France. Il s'est passé ce qui s'est passé. Les Nantais n'ont pas existé, ont explosé et ont pris 2 buts en moins d'un quart d'heure. Et la fin de saison va être longue. Le match à Brest est assez... le match qui a eu lieu à Brest mercredi est assez symptomatique de ce que vit cette équipe en ce moment. C'est-à-dire... plutôt des têtes atteintes et un football défaillant. En parlant avec des gens à Nantes cette semaine au sein du club, ce qui ressortait quand même, c'était moins le niveau footballistique que le niveau psychologique dans lequel l'équipe est tombée. Et là, il faut vraiment nettoyer les têtes. Antoine Comboiré a un vrai travail, presque j'allais dire de préparateur mental à effectuer, parce que bon, cette équipe a montré quand même qu'elle savait jouer au foot et qu'elle a des joueurs de talent. On pense à Ludovic Blas notamment, mais la mécanique est enrayée et la dynamique n'est pas bonne. Et on a quand même vu dans l'histoire du foot, souvent, ça se produit en ce moment en Ligue 2 avec Annecy, des équipes qui ont tellement été obnubilées par la Coupe de France, qui ont laissé tellement d'énergie que ces équipes-là perdent beaucoup de points avant et beaucoup de points après. Et c'est pas du tout rassurant pour le Football Club de Nantes. Il y a d'autres matchs où ça va jouer gros. Le derby breton entre Lorient et Brest. Enfin, surtout pour les Brestois, parce que Lorient a plus rien à perdre, plus rien à gagner. Non, Lorient, c'est du bonus. Essayer de terminer le plus haut possible pour avoir le maximum de droits télé. Vous savez que plus une équipe est bien classée, plus elle touche d'argent. Et ça compte quand même pour les clubs en fin de saison, au moment de faire le bilan comptable pour la saison à venir. Les Brestois ont fait ce qu'il fallait faire mercredi soir, mais des 4 équipes qui se battent pour ne pas terminer 17e, en l'occurrence Auxerre, Nantes, Strasbourg et Brest,
on peut quand même se demander si Brest n'est pas la moins bien lotie sur le papier. C'est pas ça qui fera que Brest sera 17e. Mais sur le papier, cette équipe-là semble un peu plus faible. Ce match à Lorient est très important pour les Brestois. Ils vont devoir jouer 2 matchs en 4 jours. C'est pas une équipe qui est habituée à jouer mercredi, dimanche. Oui. Enfin, c'est quand même un rythme de Ligue des Champions. Oui. Et donc, ce match à Lorient sera très très important. On a vu que Lorient jouera sa chance jusqu'au bout. On l'a vu au Parc dimanche dernier. Et puis il y a toujours quand même ces rivalités bretonnes qui rentrent en ligne de compte, qui nous font penser que le match sera disputé. Un Lorient qui avait pourtant perdu chez lui contre le TFC la journée d'avant. C'est la preuve que tout est possible. Comme quoi, oui, tout est relativisable. Allez, il nous reste 1 minute. Pour vous, qui va être en Ligue des Champions, en Ligue Europa et qui va descendre? Alors, en Ligue des Champions, Lens. En Ligue des Champions, Marseille via la 3e place. Est-ce que Marseille passera les tours préliminaires? Je n'en sais rien. Et le PSG, bien évidemment. Et le PSG, évidemment. En Ligue Europa, je pense que ce sera Monaco. Et en C4, la petite Coupe d'Europe, je vois Lyon surclasser Lille et Rennes. Ah oui? Ah oui. Je vois une dynamique lyonnaise. Et pour descendre, je crains malheureusement que les Brestois soient les moins bien lotis des 4 et ils accompagneront Ajaccio, Troyes et Angers. Eh bien écoutez, ça c'est du pronostic. Ajaccio qui recevra le TFC, qui avait peut-être un peu trop fêté sa victoire en Coupe de France avant de recevoir Lens, mais quand on attend un titre depuis 66 ans, ça fait du bien. Et on suivra évidemment cette Ligue 1 que vous diffusez sur Prime Video, qui est absolument passionnante. Merci à vous Laurent Jaoui, rédacteur en chef sur Prime Video. Tout de suite, on va parler rugby avec la Dream Team Rugby de Sud Radio. Mais en attendant, on parle de votre argent avec Stéphane Moller pour Conseil de famille. On se retrouve lundi 17h dans Les Vraies Voix.